Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité en ces bâtiments pour, il est vrai, parler sans langue de bois. C'est vrai que pendant des années, le Congo fut exploité, spolié par mon pays, et ceux qui eurent le courage de s'opposer à l'impérium belge, eh bien, ils furent soit, comme ce fut le cas pour Simon Kimbangu, emprisonnés, soit ils furent assassinés comme Patrice Lumumba. La Belgique, et je n'ai pas peur de le dire, a torturé, massacré plus de 20 millions de Congolais durant la colonisation en leur imposant un système cruel de travail forcé. Ce travail forcé a commencé dès la dictature de Léopold II et jusque dans les années 20. Qui n'a pas en mémoire les photos qu'on découvre encore un peu partout dans les livres d'histoire sur Internet de ces enfants avec les mains coupées, posant à côté des missionnaires blancs, comme s'ils les exposaient comme des trophées. Ces images de femmes violées, d'enfants assassinés. Vous savez, la souffrance du peuple congolais fut sans nom les années durant lesquelles le drapeau belge flotta sur Kinshasa. Et aujourd'hui encore, nous sommes nombreux à considérer que la barbarie qui a été infligée aux Congolais, sous le prétexte, on a souvent entendu ça, et c'est même présent sur beaucoup de monuments en Belgique, sous le prétexte de leur apporter la civilisation, eh bien constitue, selon moi et selon de nombreuses personnes, un holocauste oublié. Et donc, en tant que parlementaire belge, qui plus est, j'estime qu'il est de mon devoir aujourd'hui, surtout quand on défend des valeurs telles que la démocratie, l'humanisme, la liberté, et de mon devoir d'exiger que mon pays ouvre les pages noires de son histoire, qu'il fasse ce devoir de mémoire légitime et qui s'impose à lui, et que la plupart que des pays colonisateurs a réalisé à l'égard de leur ancienne colonie. Vous savez, je suis persuadé qu'il est impossible aujourd'hui de construire une nouvelle relation entre nos deux pays si la Belgique n'est pas capable de reconnaître ses erreurs passées, si elle est incapable de reconnaître qu'elle a pratiqué la torture, l'esclavage et même la déportation. Et donc c'est la raison pour laquelle je travaille énormément pour mener sur la scène politique la problématique congolaise en Belgique. Par exemple, j'ai posé une proposition devant le Parlement belge pour que soit enfin reconnu ce génocide qui a été commis par le roi Léopold II et de facto par le pays tout entier. C'est vrai que je dois vous avouer qu'il n'y a pas beaucoup de soutien. Je suis le seul aujourd'hui, le seul à soutenir cette proposition, mais je me battrai bien entendu jusqu'au bout, avec l'aide de la communauté congolaise de Belgique, mais avec l'aide de tous les Congolais à travers le monde, pour que la justice soit enfin faite. Vous savez, aujourd'hui, et c'est là le grand problème, c'est que le Congo connaît les mêmes souffrances qu'à cette époque. Bien sûr, c'est évident, le Congo n'est plus aujourd'hui la colonie de la Belgique. Ses richesses ne profitent plus uniquement à un seul peuple, à un seul pays. Non. Le Congo aujourd'hui est devenu, selon moi, la colonie de la communauté internationale, une colonie qui est spoliée par quelques individus ou par quelques sociétés avec l'assentiment criminel d'un président fantoche, d'une marionnette nommée, selon lui, Joseph Kabila, un président illégitime, tricheur et génocidaire. Car aujourd'hui, au niveau des massacres et de la barbarie, rien n'a changé par rapport au règne de Léopold II. Ce roi génocidaire qui se fit une réputation européenne et mondiale sur le dos de millions de cadavres congolais. Nous ne devons jamais oublier
que sans les richesses du Congo, jamais, jamais la Belgique ne serait devenue, dans les années 1900, une des plus grandes puissances mondiales. Et l'histoire... Mais l'histoire aujourd'hui, malheureusement, se répète. Parce qu'aujourd'hui, alors même que nous nous réunissons pour discuter, pour essayer de voir des solutions pour sortir de la crise, un génocide est perpétré au Congo. Chaque jour, le bilan s'alourdit, on parle de 8 millions de morts. Chaque heure, 48 femmes en moyenne sont violées, ce qui fait une moyenne de 1100 victimes par jour. Et elles sont violées par des militaires mercenaires, soutenus par le pouvoir de Kabila. Et chaque jour, depuis les sinistres élections présidentielles, le principal représentant de l'opposition, celui que nous sommes nombreux à considérer, à reconnaître comme le seul et unique président légitime de la RDC, M. Étienne Tshisekedi, est maintenu en résidence surveillée. Comme ce fut le cas, on peut le comparer auparavant avant lui, pour Aung San Suu Kyi en Birmanie. Vous savez, les libertés individuelles, elles sont réduites au maximum en RDC. La nourriture, l'électricité, l'eau, les médicaments, tout cela manque au point que la population, elle meurt soit d'absence de soins, soit elle meurt de faim, d'accès à l'eau potable, quand elle n'est pas massacrée par le pouvoir qui est en place. Donc, jamais je ne pourrai effacer de ma mémoire certains témoignages de victimes qui m'ont été apportés ces derniers mois. Je pense à l'histoire de cette femme violée pendant 3 semaines. Je ne sais pas si vous imaginez être violée pendant 3 semaines dans une forêt du Kivu. Cette femme qui a été souillée par la cruauté des hommes, eh bien, quand elle a réclamé, après de longues heures d'humiliation, un peu à manger, eh bien, elle a dû, et ça c'est le comble de la barbarie, manger une partie de son mollet qui avait été cuite au feu de bois. Vous imaginez un petit peu, elle devait même se manger elle-même. Et c'est une image forte, parce que je pense que c'est ce que aujourd'hui le pouvoir en place essaye de faire. C'est de ronger le peuple congolais de l'intérieur, de par lui-même. Je pense aussi à cette jeune fille qui, on a vu des photos, se promenait dans Kinshasa avec des béquilles. Si elle se promenait avec des béquilles, ce n'est pas parce qu'elle était née comme ça, ce n'est pas parce qu'elle était handicapée, ce n'est pas parce qu'elle avait eu un accident, non. C'est parce qu'elle avait été violée à l'âge de 6 mois. 6 mois. Je pense aussi à tous ces jeunes filles qui sont enrôlées de force dès l'âge de 12 ans dans l'armée congolaise pour servir d'objet sexuel aux militaires. Cela, c'est la réalité aujourd'hui au Congo. Et si ici nous ne sommes pas capables de le voir, je crois qu'on peut changer totalement le nom de cette assemblée, le nom de ces bâtiments, parce que les droits de l'homme au Congo sont totalement bafoués et il est temps de se réveiller pour soulever cette réalité. Parce que le pouvoir qui est en place, il a véritablement le visage du mal. Kabila, dont l'origine est plus que controversée, cet homme que j'assimile toujours au fils spirituel de l'ancien ministre belge des Affaires étrangères, de l'ancien commissaire européen Louis Michel, soutenu par mon gouvernement actuel qui défend avant tout ses intérêts financiers, au détriment bien entendu du peuple congolais, n'est pas un homme respectable. C'est un génocidaire, je l'ai dit, c'est un tricheur et un usurpateur. Et depuis qu'il dirige le Congo, son bilan est, il faut le dire, totalement catastrophique. La RDC se classe dernière, selon une étude de l'ONU au niveau du développement humain, et malgré la croissance économique qui était importante,
la pauvreté, elle, n'a pas reculé d'un centimètre. Il y a 70% de la population congolaise qui vit dans la pauvreté la plus complète. Et donc, moi je me demande le crédit qu'on peut véritablement accorder à un chef d'État qui livre son pays aux pays voisins, à la communauté internationale. Un chef d'État qui a transformé en fait son pays en un hard discount dans lequel viennent se servir généreusement. Ça, il faut le dire, certains pays, comme la Chine par exemple, ou certains hommes d'État, comme le président de l'Assemblée nationale en Belgique, la Chambre des représentants, André Flau, comme le ministre belge des Affaires étrangères actuel, Didier Reynders, qui n'attend qu'une chose aujourd'hui, c'est de pouvoir aller à Kinshasa cueillir les fruits de son soutien indéfectible à Kabila. Les pays voisins profitent allègrement des richesses du Congo également. Et donc moi aussi je voudrais dire, c'est quel crédit accorder à un individu qui se prétend président, alors même que de très nombreux observateurs indépendants ont reconnu que les élections législatives et présidentielles au Congo avaient été marquées par de très nombreuses irrégularités. Et nombreux sont ceux qui se sont levés pour reconnaître la tricherie de Kabila. Mais malgré ces trucages avérés, la communauté internationale, et mon pays en particulier, s'obstine à vouloir légitimer le pouvoir de Kabila. Et comment peut-on imaginer que des pays démocratiques puissent soutenir et défendre l'indéfendable? Comment peuvent-ils légitimer la tricherie? Je me suis beaucoup posé cette question. Mais la question, elle a une réponse très simple. Ils se laissent tout simplement guider par leurs intérêts financiers. C'est le portefeuille qui dirige tout. Et donc, face à l'argent, ils oublient les belles valeurs qu'ils prétendent défendre. Et quoi de plus agréable, en fait, quand on veut profiter d'un pays, de ses richesses? Quoi de plus pratique que de construire de toutes pièces un président et de tout faire pour le maintenir au pouvoir, avec l'assentiment, bien entendu, de la presse. Cette presse qui est bien souvent financée par les pouvoirs en place et qui fait tout, du moins dans mon pays, pour faire taire la souffrance du peuple congolais, préférant parfois, comme l'ont fait les télévisions belges, la RTBF, RTL TV, considérer l'opposition congolaise à Kabila comme des terroristes, des casseurs, des délinquants. Mais comment ne pas s'en étonner quand même le président de l'Assemblée nationale, André Flau, m'insulte en plein parlement belge en me traitant de menteur. De menteur parce que je dénonce sans langue de bois la réalité actuelle au Congo. Il serait là aujourd'hui qu'il aurait traité tous les intervenants autour de cette table de menteurs. Et un homme pareil dirige l'Assemblée nationale d'un pays qui a une importance considérable au sein de l'Union européenne et qui, du moins, fait entendre sa voix dans le dossier africain et plus précisément dans le dossier congolais. Alors le silence de la presse et les manipulations de certains responsables politiques sont, selon moi, des actes criminels. En pratiquant la censure ou la diabolisation de ceux qui dénoncent la barbarie du pouvoir en place, eh bien, la presse et les dirigeants de pays occidentaux participent, selon moi, comme co-auteurs à un génocide à grande échelle. Et ces personnes devront un jour ou l'autre rendre des comptes devant la communauté internationale. Et c'est pourquoi je le dis clairement et j'en suis persuadé, la sortie définitive de la crise en RDC d'une manière plus large, en Afrique, passera par un changement des mentalités, mais aussi par un changement au niveau des responsables politiques des pays occidentaux. Tant que ces dirigeants seront des nostalgiques du temps des colonies, qui se considéreront comme des néocolonialistes, eh bien, nous ne pourrons pas espérer un changement durable et profond. Il faut sortir de cette logique qui voudrait, comme je l'ai entendu au Parlement belge, que la démocratie ne soit pas compatible avec l'Afrique. Quand on parle des tricheries lors des élections au Congo, qu'est-ce qu'on me dit?
Ah oui, mais quand même, c'est vrai, il y a eu des tricheries. Mais bon, vaut toujours mieux qu'il y ait des tricheries et des élections que pas d'élections. Mais si un représentant ou un dirigeant européen commet une tricherie, vous pouvez être sûr que l'ensemble des pays européens vont se lever pour dire « Vous n'êtes pas respectable, nous ne reconnaissons pas votre légitimité ». Mais quand c'est en Afrique, oh, pas de problème. Et quand c'est en Afrique et que cette personne en plus vous ouvre son coffre-fort, alors là, tout est très bien, on applaudit des deux mains. Et donc ça, c'est une logique qui a surtout l'avantage de spolier un des continents les plus riches du monde sous des prétextes fallacieux. Selon moi, la démocratie, elle est possible en RDC. Mais il faut pour cela sortir de la relation actuelle dominant-dominé pour aller vers une relation win-win, gagnante-gagnante, qui soit basée sur l'éthique et sur l'égalité. Sans ce changement profond, eh bien la démocratie, elle restera toujours un mythe pour les Congolais. Mais aussi, ce que je veux dire par là, c'est que je vous ai vraiment encouragé. Parce qu'il faut trouver des solutions rapides et urgentes pour sortir de la crise actuelle. Il faut encourager la jeunesse congolaise à travers le monde. Elle doit se considérer comme l'élite de demain. Et c'est important qu'elle se forme. Parce que si nous ne faisons pas, si nous ne laissons faire la situation actuelle, et bien entendu, nous allons avoir du sang sur les mains, de manière véritablement active. Jusqu'à présent, on a toujours réussi à avoir du sang sur les mains de manière indirecte. Mais là, ce sera de manière active. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, il est devenu totalement ingouvernable depuis les dernières élections présidentielles. On a un président légitime et un président illégitime. Mais le président légitime n'a pas l'império. Donc, c'est le chaos le plus total. Et nous sommes, selon moi, à deux doigts de tomber dans une guerre civile qui viendrait encore alourdir le bilan, déjà catastrophique, du génocide actuel. Et donc les solutions, selon moi, elles ne sont pas nombreuses. On en a déjà entendu quelques-unes, mais pour moi, il y en a trois. Et je vais parler sans prendre parti. Même si j'ai ma petite idée sur la meilleure solution. Mais je vais être objectif. La première, c'est que le président tricheur, dont la tricherie a été reconnue, soit déchu tout simplement de son titre de président par la communauté internationale, ou qu'on applique la loi électorale congolaise, bon, c'est quand même la moindre des choses, et qu'il soit remplacé par le président légitime, Étienne Tshisekedi, comme le demande l'UDPS. Soit, le président actuel, entre guillemets, fait preuve de courage, puisqu'il dit selon lui qu'il est bien assis sur son trône, parce qu'on peut l'appeler comme ça, puisqu'il a déjà prévu sa succession certainement, elle est déjà présente dans l'Assemblée nationale. Eh bien, s'il a un peu de courage, eh bien, il accepte un second tour. Il accepte un second tour face à M. Tshisekedi, et puisque l'ensemble des dirigeants européens estiment qu'il a largement gagné, eh bien, on le verra, il pourra le prouver. Non seulement il le prouvera, et il aura la reconnaissance et la légitimité qui sera complètement garantie. Bien entendu, il faudrait que ce deuxième tour soit complètement encadré de manière objective par des organisations totalement indépendantes. C'est vrai qu'il n'y aura plus de tricherie. Et c'est peut-être pour ça que Kabila ne veut pas entendre parler de cette solution. Soit, troisième et dernière piste, selon moi, organiser une transition en optant pour le dialogue entre le PPRD et l'UDPS sous l'égide des Nations Unies, un dialogue devant aboutir à un partage clair des pouvoirs entre les deux plus grands partis congolais. Voilà les pistes. Mais ce qu'il faut, selon moi, surtout, c'est préparer l'avenir. Et c'est pour cette raison que je parlais tout à l'heure de conscientiser la jeunesse congolaise. Elle est riche, cette jeunesse congolaise. Je la côtoie maintenant toutes les semaines. Elle se mobilise. Elle est sur le terrain, elle a plein d'idées. Et donc, elle doit se former pour être l'élite de demain.
Je conclurai rapidement en disant que le Congo est occupé depuis de trop nombreuses années. Depuis trop longtemps, le peuple congolais est exploité, opprimé, affamé. Je crois aujourd'hui que l'heure est venue pour lui de profiter enfin des richesses de son pays. L'heure est venue pour le peuple congolais de prendre le pouvoir et de donner un bon coup de pied au derrière, pour parler simplement, à tous ces impérialistes, à tous ces Louis-Michel, André Flao, qui considèrent l'Afrique comme un sous-continent, qui se disent les amis de l'Afrique, sont surtout les amis des richesses africaines, qui considèrent les Africains et les Congolais en particulier comme, excusez-moi de le dire, des sous-hommes. L'heure est venue véritablement de libérer le Congo. Je vous remercie. Pourquoi nous retrouvons-nous dans cette situation? Ma réponse est simple. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu votre lingala. Gozanga koyeba. Ezali te. Ezali liwa ya mopimba. Nous vivons dans une ignorance crasse. Monsieur, même si on revenait sur les fraudes et les tricheries et les autres manquements, ça ne renverserait pas l'ordre d'arrivée. Mais qui est Jimmy Carter? Peut-être que si nous avions approfondi cette question-là, nous comprendrons mieux le jeu que joue son centre. Je n'ai pas pu apporter mes livres parce que j'aime quand je parle comme ça, vous montrer les livres et vous aider à les toucher. Il y a un professeur américain très célèbre du nom de Noam Chomsky. Il a écrit un livre intitulé « 2 heures de lucidité ». Dans ce livre, Noam Chomsky montre que Carter est parmi les présidents américains à avoir compris déjà vers les années 60 que la démocratie populaire était une menace pour les élites qui gouvernent. Et c'est vers ces années-là que la lutte contre la démocratie populaire s'est engagée. Nous, on nous vend une mascarade électorale en 2006, on refait la même chose en 2011, et nous parlons de démocratie en prenant ceux qui luttent contre la démocratie comme référence pour appuyer nos convictions. Cette ignorance-là cause beaucoup de dégâts. Ça, c'est d'un. Kozanga koyeba ezali liwaya solo. On nous a fait croire que les élections au Congo n'ont eu lieu de manière convenable qu'en 2006. On nous a dit, depuis les indépendances, le Congo n'a jamais organisé des élections. Or, nous avons des aînés ici, comme monsieur le colonel Mbaye, qui vous disent qu'en 60, Lumumba a été élu au suffrage universel. Il a même constitué son cabinet, son gouvernement. Comment est-ce qu'il a fini? On l'a tué. Et qu'est-ce que Lumumba disait? Nous avons presque oublié ses discours et sa philosophie. Même les partis qui se réclament aujourd'hui de Lumumba ne véhiculent pas sa véritable philosophie. Lumumba avait dit ceci. Il donne une conférence à l'université d'Ibadan en 1958. Il fait cet avertissement. Il dit aux partis politiques africains et congolais de commencer par se mettre ensemble pour lutter contre l'impérialisme. Il dit, quand nous aurons lutté contre l'impérialisme et le néocolonialisme, à ce moment-là, nous pourrons nous diviser en plusieurs partis. Nous aurons des partis d'opposition constructives. Mais tant que nous n'aurons pas gagné cette lutte-là, ça ne sert à rien de pouvoir constituer plusieurs partis. Il faut qu'on se mette d'abord ensemble, qu'on constitue des grands partis nationaux et populaires. Cette leçon n'a jamais été écoutée. Vous savez combien de partis politiques il y a chez nous au Congo? Plus de 400 partis politiques. C'est inimaginable. Et ces partis politiques sont pour notre pays un piège. Le piège des impérialistes et des néocolonialistes
c'est de toujours diviser pour régner. Et c'est cette politique-là qui est appliquée jusqu'à ce jour. Pour revenir aux élections, Lumumba est tué, le mur de Berlin tombe en 1989, on estime que les pays africains et les autres pays du monde vont aller résolument vers la démocratie. Vous savez que quand M. Mitterrand tient son discours à la Bolle, il dit, voilà, notre aide aux pays africains, aux pays en développement sera conditionnée par leur engagement dans la démocratie. Mais c'est aussi à ce moment-là que les grands de ce monde entreprennent de redessiner la carte du monde en leur faveur. Et ils vont nous foutre une guerre en changeant de marionnette. Mobutu, devenu indésirable, ils le mettent de côté et ils optent pour un travail avec les autres les présidents des pays voisins, dont Museveni, Kagame et les autres. C'est ainsi que Laurent Désiré Kabila servira de cheval de Troie à ce mouvement et on nous met la guerre sur le dos en 89, en 96 et en 97. Et nous, la plupart d'entre nous, comme nous n'étions pas au courant de toute cette organisation, nous avons applaudi, nous avons libéré, 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 libéré. Alors que ce n'était pas une libération, c'était une prolongation des affres de l'impérialisme et du néocolonialisme. Laurent Désiré Kabila, quand il a essayé de changer le fusil d'épaule, on l'a tué. On l'a tué et tout à coup un jeune homme inconnu, timide, monte au pouvoir. On hésite sur son nom, on nous dit qu'il s'appelle, je n'aime pas beaucoup faire référence à ce nom-là. Il se consolide au pouvoir et en 2006, on nous organise une mascarade électorale. J'ai salué la présence de Ferdinand dans cette salle. Regardez, ce rapport est rédigé par la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH en sigle, en 2009, en juillet 2009. Ce rapport nous dit ce qui est arrivé après les élections de 2006. Et quand vous entendez les confidences que l'un des conseillers de Kabila, du chef, je ne sais pas comment l'appeler, fait ses confidences à un ex-ambassadeur des États-Unis, M. Kikaya Karoubi, des confidences qui ont été publiées par Wikileaks. Kikaya Karoubi dit ceci, je vais paraphraser. Pour gagner les élections en Afrique, il faut avoir une armée. Vous ne voyez pas? Ce sont les deux qui avaient leurs milices et qui sont restés jusqu'au bout. Les autres ont été éliminés. Quand vous lisez ce rapport, vous comprenez comment et la justice et la police et tout a été instrumentalisé pour que la violence triomphe. Et ce qu'on a rejoué maintenant en 2006, c'est l'exacte duplication de ce qu'il y a eu en 2011. Mais en 2006, ils ont poussé leur audace tellement loin qu'ils ont tué indifféremment dans les communes, à l'aéroport, dans les rues. Ils tuent, comme M. Alexis l'a dit, ils tuent même les passants. Il y a un jeune homme qui a été tué à Matete parce qu'il était content qu'on ait dit qu'il serait possible que M. Etienne Tshisekedi ait remporté les élections. Et ce traumatisme perdure dans tout notre pays jusqu'à ce jour. Il y a un confrère qui est revenu de ma province d'origine, de Kananga, qui me dit qu'il y a une insécurité indescriptible. Mais pourquoi est-ce que ça dure? Vous lisez ce livre. C'est l'ex-porte-parole de Carla Del Ponte, c'est Florence Hartmann qui a écrit ce livre. Je vais vous en lire le titre. Paix et châtiment. Les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Les guerres qui nous sont imposées sont aussi les guerres secrètes de la justice et de la politique internationale. Comment voulez-vous que ceux qui nous imposent les guerres viennent observer les élections qui pourraient les mettre mal à l'aise
si jamais nous, en tant que citoyens, récupérions la gestion de notre pays. Il y a ce livre, mais vous pouvez encore lire le livre de Pierre Péan intitulé « Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances ». Vous pouvez encore lire le livre de Colette Brackman, qui a tout simplement commenté le premier rapport des experts de l'ONU. Le livre est intitulé « Les nouveaux prédateurs, politique des grandes puissances en Afrique ». Comment est-ce que nous allons en sortir? Comment pouvons-nous renverser les rapports des forces? C'est ça la question qui me semble être essentielle. Est-ce que, en multipliant les élections, nous arriverons à changer les rapports de force pour que les grands puissent compter avec nous? Je ne sais pas. Mais il faut commencer par savoir. Savoir, parce que savoir est un pouvoir. Voilà pourquoi nous avons, à mon humble avis, un grand appel à nous lancer mutuellement, que nous puissions arriver à nous organiser, avoir des minorités organisées et agissantes, à même de coordonner les actions que nous menons à travers le monde. Vous savez, j'ai été présenté une fois une émission à une radio, en terminant, j'avais pleuré, je ne le ferai pas aujourd'hui, parce que je me disais, mais ce peuple debout, il est capable de beaucoup. Mais malheureusement, il y a une très grande méfiance qui s'est aussi créée entre nous. Nous avons été tellement abusés que quand aujourd'hui on dit, essayons de nous organiser. Non, on ne s'organise pas, on fait comme on fait jusqu'à ce jour. Non, nous avons intérêt à faire de notre savoir un savoir organisé. Et qu'il y ait parmi nous des têtes d'affiche sur lesquelles nous pouvons compter quand nous avons à débattre, à réfléchir sur les questions qui se posent sur notre pays, à notre pays. Parce que les acteurs majeurs de la guerre de prédation qui nous est imposée ne vont pas lâcher prise. Si nous sommes organisés, nous apprendrons à travailler sur le court, le moyen et le long terme, pour que nous ne puissions pas tout le temps recommencer à zéro. Maintenant, par exemple, il y a un éveil terrible parmi les Congolais. Mais si nous n'arrivons pas à instituer ou à institutionnaliser cet éveil-là, il risque de rechuter. Nous avons intérêt à constituer de fortes minorités agissantes et pensantes pour pouvoir juguler la crise que j'appelle, avec certains théologiens, la crise anthropologique. Parce que notre crise n'est pas simplement politique. Elle est à la fois culturelle, politique, sociale, religieuse et spirituelle. Vous imaginez nos compatriotes qui se retrouvent dans cette misère, vont dans les églises dites de réveil, ils vont pleurer. Non, il y a des acteurs apparents auxquels nous nous en prenons, mais il y a aussi des acteurs majeurs que nous ne savons pas facilement toucher. Pourquoi? Parce que le Congo a des minéraux stratégiques importants. C'est entre autres le coltan, l'or, la cassiterite, l'étain. Et n'oubliez pas que le Congo est une grande réserve d'eau. Quand il n'y aura plus d'eau dans toute l'Afrique, il y en aura encore dans la cuvette du fleuve Congo. N'oubliez pas que nous avons une autre trop grande richesse, c'est le soleil. Du 1er janvier au 31 décembre. N'oubliez pas que nous nous situons à cheval sur l'équateur. Quand il pleut au nord, il ne pleut pas au sud. Quand il pleut... Ça donne envie. Hein? Certains politiques de haut niveau vous disent aujourd'hui, au niveau international, le Congo n'est pas le Mali, nous ne pouvons pas le lâcher. Mais si nous ne sommes pas organisés pour faire face, nous allons tout le temps pleurer. Pleurer, crier, c'est lâche. Il faut qu'à un certain moment, nous ayons des organisations qui fassent face ensemble, pas dans des petits milieux non coordonnés, non. Et pour terminer, vous savez, chaque fois qu'on parle des élections chez nous, on ne fait presque pas allusion à la loi électorale. Et pourtant, les élections ont été organisées à base de principes. Et certains de ces principes, c'est la loi électorale. Quand j'entends
des responsables politiques des pays dits démocratiques parler à partir de ce que le centre Carter a dit, sans recourir à la loi électorale, je me dis, il y a quelque chose qui sent mauvais. Mais, qu'est-ce qui sent mauvais? Mes frères et mes soeurs, je vous dis que même ici en Europe, il n'y a plus de démocratie. Parce que les parlements nationaux sont en train d'être vidés de leur... donc, ils n'arrivent plus à exercer leurs prérogatives quand ils sont placés face à l'Europe. Il y a un livre, le dernier que je vous recommande, c'est Kirkus Politicus. Lisez ce livre-là. Vous verrez que de plus en plus, les décisions qui sont prises par la Banque Centrale Européenne ne sont pas contredites par les présidents, tous ceux qui font la campagne électorale maintenant. Ils parlent, mais ils font des beaux discours. Ils ne sauront pas contredire les décisions des banquiers et de la Banque Centrale Européenne, et ainsi de suite. Donc, si nous n'avons pas la connaissance de ces questions-là, nous allons simplement nous limiter à ces tueurs-là. Ils tuent et ils tuent sérieusement. Nous avons des preuves. Vous n'avez qu'à prendre ce qui s'est passé à l'aéroport de Ndili le 26. Comment peut-on tirer sur des enfants qui ne sont même pas armés? Ces images-là sont sur le net. Il y a une dame de l'UDPS qui est revenue de Kinshasa, qui a été soignée les blessés. Et le comble, nous sommes arrivés à une barbarie telle que on tue et on nous prive de faire le deuil. On vient voler les cadavres. Vous vous imaginez, on est dans une jungle. C'est ainsi que les propositions faites, organiser par exemple le dialogue, c'est bien. Mais il faut aller loin. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ce rapport, en dehors du rapport qui a été fait par le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme pendant la campagne, pendant la période préélectorale, il y a le grand rapport Mapping, vous en avez entendu parler, qui a été publié le 1er octobre 2010. Ce rapport-là dit qui tue qui au Congo et dans l'Afrique des Grands Lacs. Mais ces messieurs-là n'ont jamais été inquiétés. On a inquiété dernièrement à la Cour pénale internationale Katanga et les autres. Pardon? Lubanga. Mais il y a aussi les Katanga et les autres. Mais il y a Bosco Tangana. Vous savez combien d'argent cet homme a aujourd'hui? Et on nous a fait croire que pour qu'il y ait la paix, il ne fallait pas envoyer Bosco Tangana à la Cour pénale internationale. Mais ils ne font que des morts. Ils ne font que des morts. Donc, comment pouvons-nous organiser la démocratie avec un pouvoir génocidaire? Un pouvoir qui applique la loi de la jungle, qui tue, qui pille, qui vole. Comment pouvons-nous organiser? Parce que si vous organisez une démocratie avec ces gens-là, ils seront obligés de rendre compte de leur forfait devant les cours des tribunaux. Ils ne vont pas vous laisser le temps de pouvoir aller dans ce sens-là. Dialogue, mais aussi essayer, tant soit peu, d'organiser dans l'Afrique des Grands Lacs une commission justice, vérité et réconciliation. Nous avons droit de comprendre quelle est la vérité de ce qui nous est arrivé. Et si nous avons une grande commission justice, vérité et réconciliation, ça sera une justice, une vérité, une réconciliation pour tous les pays des Grands Lacs. Parce que nous ne saurons pas déplacer le Burundi, nous ne saurons pas déplacer le Rwanda, nous ne saurons pas déplacer l'Ouganda. Mais nous avons intérêt à faire la paix avec tout le monde, à faire la justice et la vérité avec tout le monde, pour que demain, nous arrivions à organiser le panafricanisme des peuples. Ceux qui s'en prennent en nous, c'est l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique. Ce sont des grands ensembles. Mais nous y allons. Le Congo, le Rwanda, le Burundi, ça ne peut pas nous aider du tout. Nous avons aujourd'hui le devoir, la responsabilité de pouvoir constituer des grands ensembles qui fassent poids dans le rapport de force que nous devons entretenir avec les grands. Voilà, nous allons approfondir ce que j'ai dit là pendant le débat. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. J'ai été en RDC du 16 octobre au 24 décembre, à Kinshasa, pour prendre contact avec mon parti. Et cela ne s'est pas fait normalement. Il était prévu d'avoir plusieurs meetings, 7. Et il n'y a eu qu'un seul meeting qui a eu lieu à la SOSACOM. Le président du parti, je ne l'ai jamais vu.
Parce que tout simplement, il était fort occupé dans ses questions de business et ses voyages en Chine. L'argent qu'il devait me donner pour démarrer ma campagne, il ne m'a jamais rien donné. C'est ainsi qu'il a dû faire appel à tous mes amis que je connaissais. J'ai commencé à envoyer des mails tout partout. Et l'argent venait d'un peu partout. Le matériel pour la propagande, je ne l'ai jamais reçu. Et pourtant, on m'a assuré que ce matériel avait été envoyé au chef-lieu, qui est à Kananga. J'ai posé la question pourquoi est-ce qu'on envoyait le matériel à Kananga. On m'a dit que c'était pour me faciliter le transport. Ce matériel a été déposé dans le dépôt de la CENI. Pardon, oui, Paul. Posé dans le dépôt de la CENI. Et pourtant, il y a un candidat proche de la présidence qui a récupéré ce matériel, soi-disant, et me disait de ne pas m'inquiéter qu'il a été envoyé à Kananga. Alors là, à Kananga, il s'agissait de 800 tolls que j'avais reçus du parti pour la ONG. Il s'agissait de 5 motos pour pouvoir me déplacer dans la circonscription de Décaissé. Il s'agissait aussi de 11 vélos et il s'agissait de 25 000 $. Je n'ai rien reçu de tout cela. Arrivé à Décaissé, j'ai regardé les documents. Le matériel a bien été réceptionné à Décaissé par le responsable adjoint de la CENI. Il ne m'a rien redistribué, rien donné. Les traces écrites sont là. Et tout a été confisqué, je le dis, par maître Évariste Vecchi, mon concurrent local, ami du gouverneur intérimaire sortant. Ils ont tout pris mes biens, je n'ai pas pu circuler, je n'ai pu rien faire. Tout ce que j'ai pu faire, connaissant cet état de cause, à partir de Kinshasa, qu'est-ce que j'ai dû faire? C'est louer une Jeep à mes propres frais, que je l'ai payé chaque jour, 100 $. J'ai dû transporter aussi une moto avec et partir avec tout mon matériel. J'ai fait 1500 km. J'ai traversé le Bandundu, une partie du Kassai oriental et pour me retrouver au Kassai occidental. J'ai traversé 5 bacs. J'ai payé 100 $ pour traverser à 5 bacs. À chaque bac, il n'y avait pas de carburant. J'ai dû payer mon propre carburant. Il n'y avait pas de batterie pour que les bacs puissent traverser d'un endroit à l'autre. J'ai dû m'arranger pour me procurer 2 batteries qu'à chaque fois, je devais donner aux gens, au personnel, pour pouvoir traverser. J'ai dépensé une fortune pour cette députation alors que j'avais un soi-disant parti politique qui aurait dû assumer toutes ces dépenses. Je ne vous mens pas, je n'ai reçu aucun centime, aucun copec, aucun argent de la part de ce parti. Tout a été utilisé, tout a été aidé, c'est-à-dire que tout l'argent est sorti de la part de mes amis, ceux qui croyaient en moi et ceux qui connaissaient et qui savaient pourquoi j'étais partie, pour pouvoir m'imprégner, continuer à m'imprégner de cette population qui m'a vu naître. Je n'ai pas grandi en RDC, mais je suis née là-bas. C'était par respect à la population. Ils attendaient. Je leur avais promis que je viendrais et je suis arrivée. À Décaissé, quand je suis arrivée, la population a été surprise de me voir parce que mon nom avait été rayé de la liste. Toutes les femmes pleuraient parce qu'elles avaient entendu dire que j'avais donné toutes mes voix à d'autres personnes. J'ai passé 3 jours pour pouvoir me réinscrire. Cet avocat leur avait dit que, comme nous étions du même bord, parce qu'il était avocat de notre ONG, leur avait dit que Maman Lili ne viendrait plus et qu'il fallait lui donner mes voix. Donc, les élections n'avaient pas encore été faites, que toutes mes voix étaient déjà parties. Mais cet avocat, nous l'avons radié de la ONG depuis lors. À Décaissé, tout le nord du territoire a été pillé, saccagé. Il y avait des milices qui rançonnaient les autres députés
Ils séquestraient des femmes, les violaient et utilisaient les armes pour que les gens ne viennent pas voter. Nous avons entendu ici parler de témoins. Tous mes témoins ont été emprisonnés. Ils n'ont jamais pu arriver dans l'ordre des caissiers. C'était l'endroit où j'aurais pu avoir beaucoup de voix parce que c'est l'endroit d'où vient ma maman. Nous sommes 8 députés qui avons porté plainte à la Cour suprême. Nous attendons les suites. Avons contesté les résultats intermédiaires. Mon sentiment est le trauma. Mon sentiment est la déception. Je suis déçue de toute cette manipulation. On nous parle en tant que personne de la diaspora d'aller, mais dans des circonstances pareilles, comment faire? Comment continuer à lutter? Comment donner envie aux gens d'aller sur le terrain? Je sais que la population de Dekessé aurait voulu avoir une femme, car j'étais la seule dans tout ce grand territoire. Tout simplement pour vous dire que à Dekessé, il n'y a rien qui a changé depuis 1960. Le lit sur lequel je suis née en 1957 est toujours là et les femmes continuent à accoucher sur ce même lit. Mesdames et messieurs, je vous remercie.